Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du 12e numéro d'Instant de Belgitude que je vous ai concocté aujourd'hui et qui est intitulé Est-ce que les corporations de métier seraient une bonne alternative économique aujourd'hui? Alors tout d'abord, avant que je commence cette vidéo, j'aimerais vous dire que même si je suis plutôt connaisseur au niveau historique et politique, je ne suis pas du tout économiste. Pour autant, j'essaierai le plus que possible de faire de mon mieux pour vous fournir des explications les plus correctes que possible. Selon le Larousse.fr, au Moyen Âge, les corporations étaient des associations groupant des marchands exerçant une profession commune. Selon le CNRTL, ce fut une association confraternelle ou économique regroupant dans certains pays d'Europe au Moyen Âge et parfois jusqu'à nos jours des personnes ayant des intérêts en commun, marchands, artisans et artistes. Pourquoi est-ce que ce sujet est-il tabou aujourd'hui? Comme Guillaume Travers l'expliqua dans ses ouvrages, malheureusement au XXe siècle, les guildes, corporations ou associations, peu importe les termes qu'on peut leur attribuer, ont été reprises par les régimes fascistes, mais la grosse différence entre les guildes médiévales et les corporations fascistes, c'est que déjà la religion n'avait pas une place aussi forte, mais aussi que les guildes médiévales se soutenaient entre elles alors que les corporations de métiers fascistes étaient directement contrôlés par l'État, pour ne citer que ces différences. Nous avons aussi une version du terme corporation, mais qui n'a rien à voir avec le terme médiéval, qui est le terme corporation en anglais. Selon le Cambridge Dictionary, je cite, a large company or a group of companies that are controlled as a single organization. Cela veut dire en français une grande compagnie ou un grand groupe de compagnies contrôlées par une seule organisation. Bref, cela n'est pas du tout la même définition que les corporations médiévales. Et ce qui me fait rire, c'est que certains gauchistes traitent les corporations de métier comme fascistes, alors que le synonyme de corporation actuellement, ce sont les syndicats, qui au passage sont toujours interdits dans les dictatures pas fascistes. Bref, les corporations ne sont ni de gauche ni de droite. Les syndicats ont remplacé les corporations de métier. Les gauchistes, contrairement à ce qu'ils disent, n'ont aucun intérêt à arrêter la lutte des classes, car ils en bénéficient. N'oublions pas que tous les gens qui composent ces syndicats sont communistes. Et donc, pour eux, cette lutte ne doit jamais s'arrêter, enfin, jusqu'à la victoire finale du prolétariat. Les corporations ont été créées en Belgique à l'issue de plusieurs causes. Tout d'abord, celles-ci étaient un moyen de défense contre des menaces extérieures, comme par exemple le brigandage, et chaque corporation en Belgique avait sa milice. Celle-ci avait un monopole notamment sur le prix des matières premières, qui les revendait à des artisans, qui par la suite, les objets nouvellement créés à partir de ces matières premières étaient revendus à l'étranger. Il y avait différents types de corporations qui se regroupaient en différents types de professions dans une même ville. Les fondateurs des corporations avaient un lignage comme dans une aristocratie. Le travail manuel de cette époque était très bien vu. Les guildes avaient même des blasons comme dans l'aristocratie et, et celles-ci euh, et, en- et les ouvriers, les artisans, ceux-ci habitaient dans une stène qui vient du flamand et qui était une grande maison en pierre fortifiée. Les artisans des corporations, même quand ils étaient pauvres, il y avait une véritable charité fraternelle et tout le monde s'entraidait. Dans les corporations, l'on s'entraidait grâce à une caisse d'assistance commune, mais il y avait aussi une dimension très religieuse avec une chapelle et un saint patron, et les règles étaient fixées par un règlement. Dans chaque corporation, il y avait des jurés qui juraient de faire respecter le règlement et d'être les plus droits que possible, sans se faire corrompre par qui que ce soit, et de rendre la justice de la manière la plus neutre que possible. Il y avait trois niveaux d'expertise dans les corporations. Tout d'abord, nous avions les apprentis qui certes devaient payer un droit d'entrée, mais qui étaient nourris et logés par le maître, mais ils ne recevaient pas de salaire. Pour être apprenti, il fallait avoir au minimum 15 ans. Par conséquent, contrairement au 19e siècle, où les enfants travaillaient énormément, dans les usines, là au moins, les apprentis étaient respectés. Par la suite, quand l'apprenti a eu assez d'expérience, il devint un compagnon et devait, par la suite, produire un chef-d'œuvre.
Le compagnon pouvait devenir maître si et seulement si il avait eu assez d'argent pour payer un droit d'admission. Le règlement était fixé par les jurés et celui-ci était très strict, mais néanmoins, il y avait un avantage, c'était que le maître ne pouvait pas sous-payer ses compagnons, tout simplement car c'étaient les jurés qui fixaient les salaires et de même qu'il ne pouvait pas les exploiter de trop car les jurés fixaient les heures de travail, bref, c'était un contre-pouvoir. Les jurés étaient aussi des genres d'inspecteurs car ils avaient la capacité d'infliger de lourdes amendes. Par exemple, quand un produit n'était pas conforme, la punition la plus grave était le fait de ne plus pouvoir travailler. Au moins, cela permettait de n'avoir aucune contrefaçon ou faux. Celle-ci était beaucoup plus sanctionnée qu'aujourd'hui. Dans la corporation de métier, l'excellence était de mise au niveau de la qualité du travail, de la protection du consommateur, mais il y avait aussi une dimension identitaire, car les corporations devaient rendre une ville prestigieuse, les artisans devaient travailler en face du public, cela permettait d'éviter beaucoup plus les fraudes dans ces endroits appelés halles ou foires. Les communes fixaient elles aussi les prix, mais ne serait-ce que d'appeler les acheteurs ou même tromper ceux-ci en leur donnant de faux poids était puni de peine de mort. Ils ne rigolaient pas à l'époque. À Bruxelles, selon le document de Percé intitulé L'organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle, la corporation était un moyen pour les artisans de s'émanciper. À l'époque, les corporations fournissaient pour les accidentés des secours, de même que la pension des personnes âgées. C'est déjà à cette époque qu'il y a eu une lutte entre les privilèges et l'argent. Les protocorporations sont arrivées à la fin de la période carolingienne. C'est à ce moment que l'arrivée des marchands causa l'émergence de celle-ci. Ces marchés ont encore donné leur nom aujourd'hui à certaines rues de Bruxelles. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y avait des organismes corporatistes indépendants et qui livraient une guerre à des guildes qui, comme nous l'avions vu précédemment, d'après la définition actuelle, étaient censées être la même chose, sauf que si j'ai bien compris, les corporations indépendantes avaient été fondées par des marchands des siècles auparavant, marchands qui voulaient exercer une profession qui n'avait pas encore d'organe de guilde encore constitué. Il pouvait arriver que des artisans se rebellent contre leur maître et par conséquent non seulement le fugitif payait une lourde amende, mais le maître aussi s'il le nourrissait. Les corporations des villes entre elles communiquaient beaucoup et s'entraidaient entre elles. C'est à la fin du XIIIe siècle que le duc de Brabant ne s'adressa plus aux corporations, mais aux membres de ces corporations en leur nom propre. C'est au XIVe siècle que beaucoup de guildes vont fusionner entre elles, par exemple les guildes des ébénistes et des tonneliers s'uniront. Ce fut en 1306 qu'une révolte eut lieu et les artisans ont décrété la fin de la guilde. Les aristocrates se sont enfuis, cependant, grâce au duc, ils ont pu recouvrer leur pouvoir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au XIVe siècle, dans la ville de Louvain, les moines des ordres mendiants, même eux, alors qu'ils faisaient partie de l'Église, ne pouvaient plus entrer dans la ville, car ils auraient participé à la révolte des artisans. Même à Anvers, ces artisans se sont révoltés contre l'échevin et les corporations réclamaient leur autonomie. Les guildes avaient aussi des assemblées, aucun métier n'était encore constitué à la moitié du XIVe siècle. Quelques exemples de corporations, l'exemple Brabançon. En fait, je vous avais même pas dit le titre auparavant, je m'en excuse. La première association corporative fut celle des monnayeurs. Concernant les monnayeurs, par exemple, les compagnons avaient aussi comme objectif de pouvoir sanctionner les abus par des amendes. Les assemblées permettaient de faire élire ses chefs pour les surveiller. Ceux-ci allaient par la suite prélever des amendes. Les orfèvres, comme certains métiers déjà mentionnés précédemment, quant à eux, certes, étaient sur le chemin de l'association réglementée, mais n'étaient pas encore du tout encore un métier à proprement parler. Les premiers métiers n'ont été créés qu'en 1365. Les étrangers pouvaient vendre librement. La menuiserie est un très bon exemple d'un métier créé dans les règles, car juste quand les menuisiers ont créé leurs coutumes, les lois de leur métier et qu'ils ont reçu les avals de la ville, les menuisiers ont eu la possibilité de recevoir sur leur parchemin de coutume un sceau de la ville confirmant que celle-ci avait accepté leurs règles. Les magistrats étaient heureux car ces concessions au métier non seulement leur permettaient de réduire considérablement la résistance, mais en plus ces associations corporatistes étaient selon les magistrats une nécessité sociale et économique. Une ordonnance de 1389 défendait les maîtres d'affranchir les étrangers
Donc il y avait déjà une conscience identitaire à l'époque. À partir de 1382, le cadre légal va s'assouplir, avec par exemple les colporteurs qui allaient pouvoir choisir soit de s'organiser, soit de vivre en dehors des cadres du métier, mais ce mouvement qui va aller dans certains métiers ne s'est pas étendu directement partout, faisant pencher ces associations libres vers des corporations obligatoirement réglementées. Le duc n'avait pas beaucoup de pouvoir, seulement d'accorder des privilèges. C'étaient les villes qui avaient tous les pouvoirs. Ne s'affiliant pas, les colporteurs n'étendirent donc pas leur pouvoir. C'est à partir de 1368 qu'une commission composée de compagnons et de patriciens fut chargée de défendre les artisans face aux abus des patriciens. Patriciens qui constituaient ce conseil et qui concluaient des accords mutuellement avec les artisans. Malheureusement, les querelles entre les patriciens et les artisans étaient trop prégnantes et au lendemain de la bataille de Courtrai, les Flamands se sont emparés du pouvoir seuls. Une révolte a eu lieu le 24 mai 1420, poussant les patriciens à s'en aller et le comte de Saint-Paul à être proclamé. Le tiers-État a eu enfin ses droits reconnus. Les démocrates brabançons préféraient un équilibre politique de partage du pouvoir, comme quoi, contrairement aux conneries que les gauchistes racontent, non, l'époque médiévale ne fut pas l'enfer sur terre, bien au contraire. Il y avait l'élection d'un bourgmestre pour les gens les plus importants du pouvoir économique, de même que pour les lignages. Chaque corps de métier était traité différemment. Par exemple, le tisserand travaillait pour quelqu'un d'autre, par contre l'association drapière était ouverte à tout le monde. Les volontés de réforme sont arrivées plus tard dans le duché de Brabant que dans le comté de Flandre, car il y avait moins de villes et de villages d'importance économique. Et aussi parce qu'il y avait moins la possibilité de former des coalitions avec des groupes puissants à l'intérieur et à l'extérieur des villes et des villages. À l'époque, dans le duché de Brabant, il y avait 4 capitales: Louvain, Bruxelles, Bois-le-Duc, Anvers. Non seulement dans ces capitales, les corporations décidaient des politiques locales, mais aussi d'approuver ou non, par exemple, l'augmentation des taxes au niveau des États généraux. Brabançon, et que chacun des partis, pas au sens moderne du terme, devait unanimement être d'accord sur le sujet en question. Dans les Pays-Bas espagnols, que cela soit dans les territoires brabançons ou du comté de Flandre, l'empereur Charles Quint avait décidé d'enlever les droits politiques des corporations artisanales locales et par conséquent, il y eut des révoltes et à Gand, après les révoltes de 1539, celui-ci décida que les Gantois ne pouvaient plus faire élire leur propre diacre et donc en conclusion, seuls les supérieurs de l'élite urbaine pouvaient diriger ces corporations. Après 1585, il est devenu très logique que le commerce de gros ne pouvait plus être une solution pour les économies urbaines. C'est durant la période des Pays-Bas autrichiens que les politiques douanières ont permis le développement du commerce d'exportation urbain. C'est grâce aux maîtres artisans que de nombreuses innovations eurent lieu. Ceux-ci réalisaient des économies d'échelle grâce à la sous-traitance et à des activités commerciales. À cette époque, il y avait des vides institutionnels qui ont permis des initiatives entrepreneuriales. Parlons maintenant de l'exemple flamand. Au XIIe siècle, à Bruges, dans le comté de Flandre, il y eut une charte qui fut mise en place et qui réduisit le pouvoir des corporations. Au XIVe siècle, des maisons de Dieu, aussi appelées hôpitaux, ont été créées par les corporations pour leurs retraités. Dans les assemblées échevinales brugeoises, les corporations ont commencé de plus en plus avec le temps à accumuler du pouvoir grâce à leurs représentants. Il est intéressant de noter que dans le comté de Flandre, à l'époque médiévale, il y avait des organisations de travail qui n'étaient pas des corporations comme les jouteurs urbains, en tout cas dans le comté de Flandre, comme le dit l'article Archery and Crossbow Guilds in Medieval Flanders, 1300 à 1500. Dans un passage, il est dit The elaborate social occasions when princes and plumbers would dine together. Traduction: les occasions sociales élaborées où les princes et les plombiers dînaient ensemble. Bref, il y avait un respect mutuel entre les dirigeants et les travailleurs manuels, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le comté de Flandre est très connu pour sa confection des draps à partir de laine. Au passage, c'est le commerce de la laine avec l'Angleterre qui a rendu les Français furieux et qui est l'une des causes de la bataille de Courtrai. Bruges fut surnommée à l'époque la Venise du Nord, car son port était très réputé de par son caractère aussi très cosmopolite, mais pas comme on l'entend aujourd'hui, car il n'y avait pas d'extra-européens. À proximité de ce port se trouvaient des banques et des bureaux de change, et qui n'étaient pas des corporations. Les guildes imposaient aux denrées qui transitaient par le port un prix, empêchant donc une concurrence économique.
Les patriciens en Flandre, issus des guildes, étaient appelés porters. Contrairement au duc de Brabant, qui était, de ce que j'ai pu en analyser plus tôt, en retrait par rapport aux guildes, le comte de Flandre les soutenait totalement jusqu'à leur accorder des subventions très fortes. Mais le gros problème, c'est que les guildes ayant le comte de Flandre avec elles n'aimaient pas être contrôlées et se montraient parfois violentes. En Flandre, plusieurs révoltes eurent lieu. Les artisans des corporations voulurent que leurs membres puissent aller dans les conseils municipaux pour améliorer leur salaire. Heureusement, fatigués par les patriciens, Guy de Dampierre, alors comte de Flandre, ne renouvela pas les chartes qui furent brûlées durant les révoltes à Bruges, et il permit la représentation des artisans dans le conseil des Échevins. Il est intéressant de noter qu'à la suite de ces événements, deux clans allaient se former. Les Leliarts, dans celui-ci il y avait les bourgeois et les seigneurs, et d'un autre côté les Clowarts, avec la petite bourgeoisie et les artisans des corporations. Et ce conflit entre les différentes strates de la société va perdurer dans le temps. Par la suite, les Leliarts furent renversés partout en Flandre. Au XIVe siècle, les maîtres artisans flamands étaient beaucoup moins dépendants des marchands et des financiers, notamment au niveau des tissus de luxe, et donc par conséquent, ils pouvaient plus facilement lancer des initiatives entrepreneuriales. Les commerçants ne pouvaient rejoindre les corporations artisanales, sauf s'ils faisaient le parcours initiatique de base. Les organisations corporatives ne pouvaient pas interdire aux maîtres de vendre ses propres produits, ni qu'ils fassent appel à de la sous-traitance. Certaines corporations en elles-mêmes ignoraient la sous-traitance. Vers 1300, le niveau local et supralocal étaient devenus inextricablement liés les uns aux autres. Le pouvoir électif de chaque membre des corporations dépendait de la rémunération que la personne percevait. Ce qui était bizarre, c'était qu'à Bruges, dans un atelier, il ne pouvait pas avoir plus de 4 métiers à tisser à cause des contraintes liées au règlement des corporations. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu de grands établissements industriels à Bruges. Cependant, l'on pouvait augmenter le nombre de métiers à tisser grâce aux congressistes. Dans la principauté ecclésiastique de Liège, il y avait ceux qui étaient appelés les 32 bons métiers. Par exemple, pour les boulangers, je suppose que ce n'était qu'à Liège, il y avait des gouverneurs, pourtant ceux-ci n'avaient aucun avantage économique ni ne se vantaient de leur titre. Ils recevaient une somme minimale de la caisse de la confraternité. Un juré ne recevait dans la principauté que 1 florin, ce qui équivaut à aujourd'hui 0,0024 euros, ce qui n'est rien, même si depuis cette époque, il y eut beaucoup d'inflation. À Liège, il y avait les jurés, mais aussi les rewards. Il ne faut pas confondre avec reward en anglais, qui veut dire récompense. Les rewards qui étaient comme eux, sauf que eux rentraient chez les gens de métier pour vérifier, par exemple, l'état de leur machine et vérifier l'application du règlement. Et comme les jurés pouvaient mettre des amendes, si par exemple la personne contrôlée refusait de laisser entrer le reward. Le nombre de rewards variait selon les métiers. À côté des rewards, il y avait des officiers qui gardaient leur poste durant toute la vie. Dans un même métier, certains avaient la plénitude du droit ou rade, et d'autres bénéficiaient d'une partie du droit appelée petite rade. Certains corps de métier, comme par exemple le pâtissier, devaient, pour avoir la possibilité de cuire son pain, la rade, tandis que d'autres personnes et les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent avaient la possibilité, avec le droit de bourgeoisie, de vendre de porte en porte. Les gens de métier avaient la possibilité d'échapper à certaines lois communes, sauf quand il s'agissait de crimes très graves, même pour les délits qui n'étaient pas trop graves. Ceux-ci étaient soumis à la juridiction des officiers. Quand il s'agissait de délits graves, les coupables étaient déférés devant les tribunaux ordinaires. Les officiers étaient jugés par leurs camarades. Les rewards mettaient une marque qui montrait que les objets que vendait un marchand étaient dignes de confiance, et si l'objet était frauduleux ou de mauvaise qualité, il le détruisait. Les personnes vendant de la viande devaient avertir les clients que tel ou tel produit était de moins bonne qualité. Les membres d'un même métier étaient tenus de ne pas produire au-delà d'un certain nombre de produits, que cela soit de la bière, viande, etc., par semaine, et devaient partager la quantité produite avec ses collègues. Les marchands étrangers devaient venir sur la place du marché pour se faire contrôler par les rewards. Le vendeur étranger devait payer une taxe d'entrée et le ton-lieu. À cause de la juridiction, les maîtres et les ouvriers étaient peu nombreux. Quand le patron était d'accord pour donner congé à l'artisan, il devait le donner le vendredi avant midi. Un ouvrier ne pouvait terminer un travail commencé par un confrère. Si un artisan était parti de son boulot, le nouveau venu, s'il voulait commencer son travail, devait s'assurer avant que la personne partie avait reçu
intégralement son salaire. Le salaire, comme l'acheteur devait s'en... le maître, le maître comme l'acheteur devait s'entendre sur un prix, ce qui faussait le prix de la vie. La durée de l'apprentissage était différente d'un métier à l'autre. Un apprenti pouvait être rémunéré par le maître pour les services qu'il pouvait rendre à celui-ci. Cependant, il ne recevait aucun salaire pour sa formation. L'apprenti pouvait acheter son chef-d'œuvre, cependant, s'il ratait celui-ci, il pouvait après un certain temps repasser celui-ci, son chef-d'œuvre. Concernant les ouvriers étrangers, il est intéressant de noter que la charité chrétienne était de mise. Cependant, ils ne pouvaient rester qu'1 ou 2 mois sur place s'ils venaient d'endroits en guerre. Et c'était quelque chose d'exceptionnel, car généralement les étrangers qui venaient travailler et non pas rester travaillaient 15 jours avant de repartir d'où ils venaient, sinon cela aurait entraîné un chômage massif chez les artisans inscrits dans les métiers. Comme quoi, contrairement à ce que certaines personnes disent, on peut avoir une société profondément catholique et faire preuve de charité tout en ayant une vision identitaire de la société et du travail. Le seul cas dans l'histoire, dans la principauté ecclésiastique de Liège, où celle-ci a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, était lors du règne du prince-évêque du nom de Hérard de la Marque, qui, à cause des guerres entre réformés et catholiques, les cadres étant décimés, il n'avait pas eu le choix. Dans la principauté ecclésiastique de Liège, chaque membre de la corporation avait le devoir de participer à la procession du saint protecteur de la corporation. La corporation, aussi appelée des fois confrérie, était présente lors des obsèques d'un de ses membres. C'est à partir de 1313 que la principauté de Liège permit aux artisans et à seulement eux de pouvoir exercer désormais les postes de juré ou de bourgmestre. Par exemple, même un noble pour exercer ses fonctions devait s'inscrire sur la liste des 32 bons métiers pour pouvoir participer à la vie publique. Durant les élections de ces postes importants, il était interdit d'acheter des suffrages ou de corrompre des agents électoraux. Les métiers étaient les métiers élisaient les bourgmestres. Si des politiciens avaient provoqué du désordre parmi les métiers, ceux-ci étaient privés de leur office pendant 20 ans. Ceux qui enchaînaient les fonctions, passant de bourgmestre à un autre métier, ne pouvaient plus avoir de nouvel office pendant 3 ans. Tout bourgmestre qui avait reçu des dons ou fait de fausses promesses était privé de ce poste pendant 10 ans. Ce fut après le règne d'Ernest de Bavière que les droits politiques des corporations de métiers ont été abolis. Il est intéressant de noter que d'une ville à l'autre, les privilèges étaient différents. Par exemple, à Huy, l'on pouvait créer une milice communale, les redevances seigneuriales étaient supprimées, les tribunaux n'étaient plus princiers mais locaux, les bourgeois étaient laissés avec un grand pouvoir sur la ville. Dans le comté de Hainaut, durant l'époque médiévale, il n'y avait pas de grandes villes, mais les villes étaient très spécialisées dans l'industrie locale. Le comté de Hainaut fut une terre d'élection des corporations de métiers. Le comté du Hainaut était néanmoins connu pour son industrie drapière. C'est grâce à la paix de Valenciennes en 1114 que le pouvoir fut partagé entre le comte et les bourgeois, et par conséquent, même si c'était très loin d'être parfait, au moins c'était un pas vers la démocratisation du régime. Grâce à cette charte, les bourgeois avaient plus de liberté d'organiser les différents métiers. En tout cas, concernant le comté de Limbourg et le comté de Luxembourg, je n'ai rien trouvé. Concernant les corporations de métiers, de même pour les autres principautés de moindre importance. C'est en 1795 qu'avec l'invasion de la Belgique par les troupes françaises que les mêmes lois tyranniques concernant la fin des corporations de métiers vont être imposées, interdisant les corporations de métiers sous quelque forme que ce soit avec la loi Le Chapelier et le décret d'Allard, qui supprimait les droits des corporations, car selon les révolutionnaires, cela entravait la liberté des gens. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, durant cette vidéo, c'était faux. Les artisans et ouvriers, ayant perdu leurs droits avec la Révolution, étaient à la merci d'un capitalisme vil et sans merci, en Belgique au XIXe siècle. Malheureusement, la papauté a réagi trop tard avec l'encyclique Rerum Novarum. Le mal était fait. Les ouvriers et artisans se détournaient de plus en plus de la religion catholique. Cette colère ouvrière allait donner plus tard le communisme qui sera extrêmement meurtrier, et en réaction, il y aura le fascisme qui sera lui aussi très meurtrier. Bref, les têtes d'un même hydre. Les hommes, femmes et enfants travaillaient près de 12 à 14 heures par jour, les enfants n'ayant pas le choix car ils travaillaient pour permettre à leur famille de pouvoir manger à leur faim, bref, de survivre. Les salaires étaient au plus bas pendant des siècles.
les personnes attachées à leur terre natale et paysanne ont été arrachées et ont été parquées comme des animaux dans des bidonvilles insalubres. Le livret de travail permettait aux patrons de contrôler les individus et de sévir contre eux s'il y avait de la dissidence de leur part. L'ouvrier recevait une partie du salaire en argent et pour le reste du salaire, il recevait un bon qu'il était obligé d'utiliser dans un des commerces liés à l'usine. Certaines entreprises donnaient certains avantages aux ouvriers, mais ce fut machiavélique, car cela leur permettait de garder le contrôle sur des ouvriers qui étaient redevables. Pourquoi je ne peux être libéral? En prenant l'exemple belge, je ne peux pas être libéral en étant catholique et traditionnaliste. Le libéralisme, certes, désire la liberté, cependant, à la différence de la société catholique d'antan, qui parlait de liberté, mais au nom de la libération du vice, et donc par conséquent de développer une façon de vivre permettant la vertu, dans le libéralisme, l'homme poursuit ses désirs sans obstacle. Ici, ce n'est plus pour le bien que la liberté est utilisée, mais pour la majorité du temps des désirs qui souvent ne peuvent être comblés. Dans le libéralisme, il n'y a pas la culture de la vertu, c'est plutôt le culte de l'usure. C'est grâce à des habitudes que l'homme, mais aussi avec de l'autodiscipline, qu'il peut s'habituer à être vertueux. C'est grâce à la communauté religieuse, la famille, etc., que ces habitudes vertueuses vont se développer, que le libéralisme considère comme des obstacles. Je ne peux pas être libéral, car ce qui est aussi cocasse, quand c'est que non seulement le libéralisme, tout comme le gauchisme, a horreur des choses organiques, comme la communauté religieuse, vue comme des entraves à la liberté, l'État est interventionniste, mais par contre, ils se disent opposés à toute intervention économique de l'État. Mais par contre, quand il s'agit de limiter le pouvoir de la religion, même s'ils sont sur le papier farouchement opposés à l'interventionnisme de l'État, là par contre, il n'y a pas de problème. Bref, ils se comportent comme des gauchistes. Étant donné que les gens, selon les libéraux, ne pouvaient s'accorder sur la notion de bien, c'est le libéralisme qui a décidé d'imposer sa définition en s'érigeant comme un État neutre et que chaque religion doit se privatiser car selon eux, toutes les religions se valent. Nous avons des besoins vitaux comme se nourrir, se loger et se vêtir, mais sinon tout le reste n'est que du superficiel. Car tout simplement, le libéralisme cherche, au moyen des pubs, de toujours nous faire plus consommer, des fois au-delà du raisonnable. Bref, il ne fait qu'étendre la passion pour le vice. En tant que catholique traditionnaliste et identitaire, je ne peux être libéral, car lorsque les Trente Glorieuses étaient arrivées, alors que le grand patronat aurait pu faire appel à de la main-d'œuvre seulement européenne et asiatique, main-d'œuvre qui était travailleuse et qui ne posait aucun problème, elle a préféré se tourner vers de la main-d'œuvre qu'elle considérait comme moins chère du nord de l'Afrique. C'est grâce à ce contexte favorable des Trente Glorieuses que le gauchisme a pu se développer, car le gauchisme est une extension dégénérée du libéralisme. Pas étonnant que notamment aux USA, les gauchistes sont nommés comme liberals, et d'un autre côté, nous avons le socialisme qui s'est effondré avec la chute du bloc de l'Est. Bref, pas besoin d'en rajouter plus. Les corporations de métiers, dans mon système idéal, seront restaurées. Évidemment, elles pourront exister dans une économie protectionniste pour éviter que la concurrence ne détruise les corporations. Dans cette société, euh, dans cette société corporatiste, dans ces corporations, il y aura un saint protecteur, il faudra jurer sur la Bible. Concernant les apprentis, le maître devra les nourrir et les loger et leur donner un salaire, ce qui ne fut pas le cas à l'époque. Ils ne devront plus payer de droits d'entrée, les compagnons ne devront plus payer de lourdes charges pour devenir maîtres. Les meilleurs candidats le deviendront. Il pourra y avoir plusieurs maîtres, ceux ayant les meilleurs résultats durant les chefs-d'œuvre. Cependant, le chômage n'existera plus. On sera dans une situation de plein emploi. Étant donné que l'on sera dans une société catholique et que par conséquent il y aura des associations catholiques qui s'occuperont des gens qui n'ont pas eu de place dans les corporations ou autres métiers, car en effet, il y aura les corporations qui auront leur propre parlement où les apprentis siégeront, les compagnons comptabilisant les votes, et s'il y a eu des abus, que cela soit au niveau du maître, il faudra qu'il y ait tout le monde qui ait voté à l'unanimité contre le maître, et quand c'est un compagnon, ce sera à 80% et un apprenti 50%. Les corporations, à part si elles empiètent sur le droit public, mais sinon tout se réglera en interne et le duel pourra être une option
pour montrer sa vaillance, mais aussi pour éviter des procès sans fin. Et en plus, dans les procès, c'est toujours la personne la plus riche qui sait se payer le plus d'avocats qui l'emporte. Dans le duel, c'est un risque à prendre, mais c'est celui qui l'emporte qui gagne la procédure judiciaire. La corporation se devra de part les jurés qui viendront contrôler celle-ci de ne pas avoir de contrefaçon sous peine de lourdes amendes. De même que de ne pas mentir sur le poids des denrées. À l'époque, c'était la mort. La qualité et l'excellence seront de mise. Aussi, les syndicats existeront toujours, mais seront de droite et pourront vérifier si les jurés et les maîtres n'exagéreront pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vive la Belgique, vive l'Occident, vive la Vierge Marie, vive le Christ roi, vive le roi.